Bonjour à tous, je m'appelle David Sadoun, je suis professeur de médecine interne à la Pitié-Salpêtrière et je fais partie du centre de référence des maladies auto-inflammatoires et auto-immunes et notamment nous sommes spécialisés dans la maladie de Behçet. Donc nous allons aborder aujourd'hui les principaux éléments de cette pathologie, tant sur le plan de ses symptômes, mais également du traitement de cette maladie et des questions qui peuvent se poser pour les patients et qui nous sont fréquemment posées en consultation. Donc, je vais tout d'abord revenir sur le début de cette maladie qui a été diagnostiquée pour les premières fois il y a à peu près un siècle, parce que c'est au début du XXe siècle que les premiers cas ont été rapportés chez des patients qui avaient des symptômes qui associaient des aftes dans la bouche, parfois au niveau génital, et des inflammations oculaires. Et puis par la suite, en fait, ces symptômes se sont étoffés pour aboutir à une maladie plus complète qu'est actuellement la maladie de Behçet. Alors c'est une pathologie qui touche essentiellement certaines parties du monde, essentiellement en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Asie, mais également en Europe, avec une prévalence qui est de l'ordre de 7 cas pour 100 000, 7 à 10 cas pour 100 000 en France, ce qui en fait une des maladies inflammatoires dans la moyenne par rapport aux autres, mais qui est quand même probablement un peu plus fréquente que les autres quand on regarde des formes avec essentiellement des aftes ou des atteintes articulaires. Alors la maladie, elle se présente comment? Je dirais que c'est souvent des sujets jeunes, de l'ordre de 30 à 45 ans en général. Ça peut démarrer bien sûr plus jeune, il y a des formes pédiatriques mais qui sont plus rares. Et donc le pic de l'âge de la maladie, c'est de l'ordre de 30 ans. Il y a autant d'hommes que de femmes qui sont touchés dans cette maladie, bien qu'il y ait des différences de sévérité et de pronostic, puisque les formes les plus sévères se voient plutôt chez les hommes. Ensuite, les symptômes, quels sont ces symptômes? Bien sûr, il y a les aftes. Les aftes, c'est le principal symptôme de cette maladie, de l'ordre de 100% des patients, bien que certains patients n'aient pas toujours les aftes au moment de la maladie, du diagnostic, mais c'est le symptôme maître de la maladie. On estime qu'il faut 3 poussées d'aftes par an, au moins, pour que les aftes puissent rentrer dans le cadre de cette maladie. Ensuite viennent les aftes génitaux, qui sont présents chez la moitié des patients, qui sont plus difficiles à diagnostiquer, parce que ce n'est pas toujours évident d'être sûr que ce sont bien des aftes. Et puis, on peut avoir également des atteintes inflammatoires des articulations qui souvent font mal au niveau des genoux, d'un seul genou, d'un coude, des poignets, par exemple, qui sont des douleurs qui surviennent souvent en fin de journée, la nuit ou au petit matin. Parfois, les articulations sont gonflées. On peut avoir également des inflammations au niveau des yeux, avec parfois des flous visuels, une baisse de la vision. C'est des symptômes qui ne sont pas toujours évidents à ressentir pour le patient, mais il faut être assez alerté par rapport à des phénomènes un peu inhabituels au niveau des yeux, notamment en termes de baisse de la vision, si vous avez des aftes assez fréquents. Et puis, on a des manifestations plus rares, mais un peu plus sévères, notamment des inflammations du système nerveux central, qui peuvent donner des déficits des membres. On peut avoir des manifestations vasculaires, qui sont des manifestations fort heureusement plus rares et qu'on verra un petit peu après. Alors, une des questions que les patients nous posent assez fréquemment, c'est quelle est l'origine de la maladie? Pourquoi je développe cette maladie? Je dirais qu'on n'a pas une seule réponse à cette question. Il y a différents phénomènes. Il y a des phénomènes qui sont liés au terrain génétique. Alors, dès qu'on parle de génétique, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que si moi j'ai la maladie de Behçet, mon enfant aura-t-il la maladie de Behçet? Cette réponse, je dirais que c'est extrêmement rare, ces formes qui se transmettent d'un parent à son enfant. C'est de l'ordre de 5% de la population, c'est très rare. Donc il n'y a pas de risque majeur par rapport à ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un terrain génétique, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire un système génétique qui est plus propice à développer cette pathologie, mais pas forcément un seul gène.
Et donc, dans ces gènes, il y a ce qu'on appelle le HLA B51, qui est un gène de la classe du HLA, qui est très associé à la maladie de B7, il y a à peu près 50% des patients qui ont la maladie de B7 qui sont porteurs de ce HLA. Mais ça ne représente pas un marqueur diagnostique parce que à peu près 10 à 20% de la population générale peut être également porteuse de ce HLA. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'autres gènes qui sont impliqués dans le système immunitaire, les lymphocytes T notamment, qui sont également déréglés et qui peuvent expliquer l'activation du système immunitaire dans cette maladie, qui peuvent participer finalement au déclenchement de cette maladie dans des circonstances qu'on ne connaît pas bien, mais par exemple à la faveur d'une infection ou d'un stress quelconque, ça peut être un facteur déclenchant. Ce qui est très intéressant, c'est que la maladie de B7, de par ses symptômes, mais également de sa susceptibilité génétique, elle n'est pas loin, elle est assez proche finalement d'autres maladies qui sont plus connues, comme la maladie de Crohn, qu'on voit ici. Quand vous voyez CD, c'est en anglais, c'est Crohn's disease, c'est la maladie de Crohn, qui, comme vous le voyez, a également des polymorphismes génétiques, des éléments de susceptibilité génétique qui sont très proches de la maladie de B7, mais d'autres maladies, comme les spondylarthrites ankylosantes ou le psoriasis, sont également assez proches de la maladie de B7. Donc, à l'heure actuelle, si vous voulez, il n'y a pas d'éléments diagnostiques biologiques ou autres qui permettent d'être sûr que c'est la maladie de B7. Les seuls moyens de faire le diagnostic de la maladie de B7, ce sont des éléments cliniques, c'est-à-dire des symptômes associés les uns avec les autres qui vont faire que ça ressemble à une maladie de B7. Et donc, il faut une expertise médicale pour pouvoir reconnaître cette pathologie et bien sûr pour pouvoir la prendre en charge. Donc il y a des critères de classification internationale datant de 2013 qui ont permis de dire que quand on a par exemple des aftes buccaux plus des aftes génitaux, on a une probabilité assez forte que ce soit une maladie de B7, bien qu'il y ait d'autres pathologies qui peuvent donner ce tableau d'aftose buccale et génitale. Mais ce sont ces symptômes-là qui doivent attirer l'attention. Bien sûr, il peut y avoir des inflammations oculaires, ce qu'on appelle des uvéites. Il peut y avoir des manifestations cutanées que je vais vous détailler un petit peu. Et puis après, il peut y avoir des atteintes plus rares, mais plus sévères, au niveau des vaisseaux ou au niveau neurologique. Alors ces atteintes cutanées, elles sont importantes parce qu'elles représentent les symptômes les plus fréquents dans la maladie de B7. Vous avez bien sûr à côté des aftes buccaux dont on a parlé, qui sont quasiment tout le temps là, des aftes génitaux dans environ la moitié des patients, et puis après vous avez d'autres manifestations, ce qu'on appelle des érythèmes noueux, qui sont des petites plaques enchâssées dans le derme, assez profonds, et qui donnent comme des petits hématomes après par la suite. Au début c'est rouge, c'est parfois un peu douloureux, c'est assez dur, et puis après ça laisse place à comme des hématomes, et ça disparaît en quelques semaines. Ensuite, on a des petits boutons, des petites pustules, ce qu'on appelle des pseudofolliculites, qu'on peut voir au niveau des bras, du tronc ou du dos ou des membres inférieurs, qui sont assez fréquemment également présents et qu'on peut voir quand on examine les patients, mais que les patients peuvent voir eux-mêmes. Ce sont les manifestations les plus fréquentes. Je ne m'étendrai pas sur d'autres manifestations plus rares qui sont plus difficiles à détecter, notamment pour les patients. Sur le plan des articulations, c'est une atteinte assez fréquente qui touche à peu près la moitié des patients. Et donc, ce sont souvent les grosses articulations qui sont touchées, les genoux, les chevilles, les poignets, et c'est souvent asymétrique, c'est-à-dire c'est un genou qui est douloureux, c'est un poignet qui est douloureux, c'est un coude qui est douloureux, c'est une cheville. Ça n'est pas souvent symétrique et c'est souvent assez douloureux, souvent un peu gonflé, et la douleur est souvent plutôt la nuit ou au petit matin. Donc ça, c'est les principales caractéristiques de ces atteintes articulaires. Les atteintes digestives sont très rares, et donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est moins de 5 à 10% des patients, et donc les principaux symptômes de ces atteintes digestives, c'est surtout des douleurs au ventre, de la diarrhée. Parfois, il peut y avoir du sang dans les selles, une perte de poids, de la fièvre. Tout ça doit attirer l'attention et faire consulter.
L'atteinte inflammatoire des yeux est très importante parce que ça, c'est une manifestation qui peut être parfois un peu sévère et qui peut faire risquer de perdre de la vision. Et donc, c'est quelque chose pour lequel il faut être assez vigilant. Là, vous avez la représentation d'un œil sur cette diapositive. Et globalement, ce qu'il faut savoir dans cette pathologie de la maladie de Behçet, c'est que c'est la zone la plus postérieure, la zone la plus proche de la rétine et du nerf optique qui est souvent touchée et qui explique qu'il y ait parfois des baisses de la vision dans cette maladie. Et donc, c'est souvent assez urgent de consulter si on a des symptômes anormaux dans le cadre de la maladie de Behçet, qui peuvent être des sensations de gêne à la lumière, des sensations de baisse de la vision, des sensations de flou visuel ou d'autres choses comme ça. Parfois un œil rouge également, mais moins fréquemment. À côté de ça, il y a également des atteintes plus rares au niveau neurologique, qui sont présentes dans 30% des cas, qui sont, comme vous le voyez, souvent des atteintes qui touchent plus souvent les hommes, des hommes jeunes, de l'ordre de 30 ans en moyenne, et qui peuvent parfois être le déclencheur de la maladie. Donc il y a des formes, ce qu'on appelle parenchymateuses, qui sont des inflammations cérébrales, et puis il y a des formes dites extra-parenchymateuses, qui sont des formes des vaisseaux, c'est-à-dire que les vaisseaux se bouchent au niveau des veines cérébrales. Et donc voilà un peu les types d'images qu'on peut avoir sur les IRM, et les symptômes, c'est souvent des gens qui ont des gènes pour bouger un bras, pour bouger une jambe, des troubles de l'élocution. Voilà le type de symptômes ou des maux de tête également inexpliqués. On a également des atteintes vasculaires de deux types. Donc les atteintes vasculaires, je vous en ai parlé là sur les atteintes neurologiques. Donc il y a des vaisseaux veineux, c'est-à-dire des thromboses veineuses, c'est-à-dire des obstacles sur les veines, des caillots qui bouchent les veines. Donc ça, c'est une des atteintes qu'on peut voir au niveau vasculaire. Et puis il y a des atteintes artérielles avec des dilatations des artères qui peuvent se voir également dans la maladie de Behçet. C'est plus rare, mais ce sont des formes souvent assez sévères. Et là, pour le coup, il faut une prise en charge assez rapide dans un centre spécialisé. Et les symptômes sont parfois difficiles à retrouver, puisque ce sont des atteintes qui ne sont pas faciles à diagnostiquer, mais on a parfois de la fièvre et pas grand-chose de plus. Donc, ce qui est difficile finalement dans cette maladie, c'est que vous avez vu un petit peu l'étendue des symptômes, qui est quand même assez large, mais on n'a pas forcément de marqueurs diagnostiques pour cette maladie. Donc ça, c'est une des difficultés, et c'est l'intérêt d'avoir des centres très spécialisés pour la prise en charge de cette maladie et d'éviter des retards diagnostiques et thérapeutiques. Donc, ce que je voudrais également, sur le point sur lequel je voudrais insister, c'est que ça peut jouer sur la survie des patients. Il peut y avoir effectivement des atteintes assez sévères, notamment au niveau des vaisseaux, mais ça peut jouer également, cette maladie, sur la qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est, si on a beaucoup d'aftes dans la bouche, on peut avoir du mal à manger, on peut perdre du poids. Et donc ça, il y a des traitements maintenant qui sont extrêmement efficaces pour qu'on ait une meilleure qualité de vie par rapport à ça. De la même manière, si on a des douleurs dans les articulations qui sont récidivantes, on va être gêné. Si on a de l'inflammation dans les yeux, on va être gêné et on va essayer d'éviter justement tous ces désagréments. Donc les objectifs finalement à l'heure actuelle, quand on traite et on prend en charge cette maladie, ils sont multiples. La première, c'est que la qualité de vie et l'activité inflammatoire globale de la maladie soient contrôlées. Et ça, on a des scores d'évaluation qu'on peut évaluer avec le patient à chaque consultation. Ensuite, pour chaque organe qui sera touché, on va essayer d'évaluer la réponse au traitement et l'évolution de bénéfice des médicaments sur chaque organe. Et on peut normalement arriver à des très bonnes réponses et le fait que les symptômes disparaissent. Et donc, quels sont les objectifs globaux? Les objectifs, c'est d'essayer de faire en sorte que pour chaque atteinte, les aftes, par exemple, disparaissent, qu'il y en ait de moins en moins, quasiment plus. Au niveau des yeux, qu'il n'y ait plus d'inflammation oculaire, qu'il n'y ait pas de séquelles ophtalmologiques en termes de vision et qu'il n'y ait pas de complications liées au traitement ou à l'inflammation des yeux. Et donc, on peut schématiser le traitement de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des symptômes mineurs,
mais qui sont souvent très gênants, c'est-à-dire les aftes, les plaques sur la peau et les douleurs articulaires. Et ça, la base du traitement, ce sont les antalgiques, la colchicine et parfois des traitements anti-inflammatoires un peu plus poussés, au cas par cas, bien sûr, en fonction des patients. Et on a des nouveaux médicaments maintenant qui sont apparus sur le marché, qui sont encore plus performants et qui permettent d'avoir des bénéfices encore plus soutenus dans cette maladie. Et donc, c'est très important de ne pas subir ces symptômes si on n'est pas suffisamment efficacement contrôlé par la colchicine ou ces médicaments anti-inflammatoires. On a d'autres possibilités thérapeutiques à l'heure actuelle. En revanche, maintenant, si on a des formes plus graves, avec des atteintes vasculaires, ophtalmologiques, neurologiques, là, on va utiliser de la cortisone, des immunosuppresseurs, voire des agents biologiques, notamment les anti-TNF, qui sont des traitements redoutablement efficaces et qui changent le pronostic de cette maladie. Donc, si on peut conclure par rapport à ça, on peut dire que la maladie de Behçet, c'est une maladie chronique, inflammatoire, qui touche des sujets jeunes, des femmes, des hommes, mais qui a probablement un pronostic plus sévère chez les hommes jeunes. Et c'est une maladie récidivante. Ce que ça veut dire, c'est que cette maladie-là, il faut la surveiller toute la durée de sa vie, en tout cas sur les 30 ou 40 premières années de la maladie, parce que c'est là où on peut avoir des expositions à des risques de récidive. Il faut la suivre, il faut la traiter, et il faut consulter régulièrement son médecin. Une approche multidisciplinaire est souvent nécessaire parce que, comme je vous l'ai montré, il y a différents organes qui sont atteints et donc il faut interagir avec les ophtalmologistes, parfois avec les neurologues, parfois avec les chirurgiens vasculaires, parfois avec les collègues rhumatologues et donc ça c'est très important. Ensuite, il faut que le traitement soit individualisé pour chaque patient en fonction de son profil, en fonction des symptômes bien entendu, la sévérité des atteintes, ce que je vous ai dit précédemment, en fonction de son âge, de son sexe, et donc de tous ces éléments-là. Et il faut bien garder à l'esprit qu'il y a des formes mineures et des formes dites majeures, c'est-à-dire avec des risques pour le pronostic, pour les atteintes oculaires, vasculaires, neurologiques notamment. Je vous remercie pour votre attention.